Merci Elisabeth Tholomé. On va en débattre tout de suite sur ce plateau et puis on va rebondir sur ce que vient de dire Monsieur De Gallet, Laurent De Gallet. Il dit qu'il y a un problème de méthode, Régis Juanico, et que vous êtes passé en force. Pourquoi avoir publié ce décret au lendemain d'une manifestation d'enseignants en disant « nous sommes prêts au dialogue » ? Je vais y revenir, mais le vrai passage en force, c'est quoi ? C'est la déstabilisation de l'éducation nationale sous le mandat de Nicolas Sarkozy et la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale, le démantèlement de la formation des enseignants et le fait qu'on ait supprimé des classes et des écoles partout dans nos départements. Donc la réforme des collèges, il faut bien voir que c'est un tout de la refondation de l'école que nous avons voté en 2013 avec la réforme du premier degré, ça a été fait, le plan numérique qui va être mis en place dans les 3 prochaines années et effectivement la réforme du collège. Mais aujourd'hui... Ça veut dire que vous contestez par exemple l'improvisation dont parlait François Fillon ce matin sur France Inter ? De nouveau, l'éducation est une priorité budgétaire, 65 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,6 milliard de plus cette année en 2015, et on a déjà recréé 30 000 emplois sur les 60 000 sur lesquels on s'est engagé. Donc effectivement, il y a un décret qui est paru ce matin en Conseil des ministres. Je conçois tout à fait qu'on puisse s'interroger, puisque ça intervient 24 heures après j'y reviendrai dans quelques minutes. Une mobilisation des Courtois, enseignants. je n'interromps pas, mais simplement, ce que je veux indiquer sur ce décret, c'est que c'est un décret cadre qui fixe simplement les grandes orientations de la réforme des collèges, l'interdisciplinarité, l'autonomie. Il n'y a pas une forme de maladresse, voilà. C'était un peu le sens de la question de Laurent De Gallet. Parce que ce décret-là ne fixe pas les modalités d'application de la réforme. Donc il y aura une circulaire d'application, et donc la concertation, et moi c'est ce que je souhaite, parce que hier... Mais il y avait une nécessité de publier très vite ce décret. Il y avait des enseignants qui sont allés dans la rue, qui ont fait grève, qui sont en partie d'accord sur la réforme, pas sur toute la réforme, mais qui souhaitent être rassurés sur un certain nombre de points de réforme. Puis il y en a qui n'ont pas fait grève et qui n'ont pas défilé, et qui, ceux-là, sont en partie d'accord, mais qui souhaitent aussi être rassurés. Donc je pense que sur un certain point, comme on l'a fait sur les langues anciennes, on peut aujourd'hui préciser les modalités d'application, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Alors avant de vous donner la parole, Philippe Gosselin, on va prendre la question de Patrick Bloch, question également sur la réforme du collège, du député socialiste de Paris. C'est à vous, Elisabeth Tholomé. Patrick Bloch, vous interpellez cet après-midi Najat Vallaud-Belkacem sur la réforme du collège, sur le décret publié ce matin ? Sur la réforme du collège, sur ce qui est au cœur de cette démarche, qui est l'égalité républicaine, de casser les déterminismes sociaux et de réduire les inégalités scolaires qui ont eu tendance à croître ces dernières années. Voilà. Et puis j'évoque évidemment l'apparition du décret, puisque c'est une question d'actualité et que l'actualité, c'est la publication du décret afin que la réforme puisse s'appliquer dès la rentrée 2016. Merci Patrick Bloch d'avoir décrit votre question. On l'a compris, cette question sera beaucoup plus en soutien au gouvernement que la précédente de l'UDI, Laurent De Gallet. Merci Elisabeth Tholomé. Philippe Gosselin, est-ce que vous trouvez que c'est un coup de force, une démonstration de force de la part de Manuel Valls, comme on l'a entendu globalement à droite et chez les syndicats d'enseignants ? Écoutez, si c'était que la droite, on pourrait dire qu'il y a une manipulation, une instrumentalisation politicienne, partisane, etc. Quand des parents d'élèves, quand des enseignants nombreux, quand des élus nombreux, et pas simplement dans les rangs de l'UMP, montent au créneau, c'est qu'il y a une difficulté. Enfin, écoutez, il y a une vraie provocation, je le dis sincèrement. Moi, je veux bien entendre l'héritage, Sarkozy, les suppressions de postes, etc. Très bien. Ça mériterait d'en débattre parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Oui, déjà pas mal de la refondation de l'école, effectivement, c'est la loi de 2013. Très bien. Mais là, on a un télescopage de 2 éléments qui sont à la fois la réforme des programmes et la réforme des collèges. Et c'est là que sont les difficultés, avec quand même, honnêtement, beaucoup d'impréparation, une absence de concertation, des maladresses. Enfin, je sais pas, quand on est ministre... C'est plus la confusion que la précipitation que vous dénoncez. Beaucoup de confusion et beaucoup de précipitation, plus des éléments de fond. Mais quand on a aussi une ministre qui traite les intellectuels de pseudo-intellectuels, on n'est quand même pas à un degré très élevé. Et juste quelques instants, au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé dans une quinzaine de villes pas mal de monde, des grèves qui ont quand même été suivies, des syndicats, des parents d'élèves, des enseignants qui demandent à ce qu'on prenne un peu le temps de la pause, avoir une publication honnêtement, au journal officiel le lendemain, ça veut dire que la décision a été prise hier alors que tout n'était pas terminé. C'est vraiment de la provocation. Alors je veux bien qu'on me dise c'est la méthode Valls. Si la méthode Valls c'est le chien dans un jeu de quilles, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est plutôt réussi parce qu'il y a de la casse. Il y a de la casse. La question c'est être ferme sur les principes de cette réforme et sur la philosophie de cette réforme.
qui est tout simplement de donner le plus de chances possible aujourd'hui au plus grand nombre d'élèves pour réussir, et y compris dans l'excellence. On a fait un rapport il y a 2 ans avec Jean-Frédéric Poisson, qui est député UMB, que vous connaissez bien, au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mobilité sociale des jeunes. Et on a bien identifié le problème aujourd'hui du collège. Et nous disions, pour éviter qu'on ait 140 000 décrocheurs scolaires et 20% d'échecs, 20-25% d'échecs scolaires à la fin de la 3e, c'est-à-dire pire qu'à la fin du CM2, donc aggravation des inégalités au moment du collège. Il faut conserver le collège unique, mais par contre, il faut diversifier les parcours, mieux accompagner les élèves et mieux personnaliser aussi leur parcours. Est-ce que là, on diversifie les parcours, là ? Oui, totalement. Avec les enseignements pluridisciplinaires, avec l'accompagnement personnalisé de 3 heures en 6e, avec le fait que les langues vivantes, quand même, vont être revalorisées. Mais moi, ce que je dis, c'est sur les principes, on reste ferme, mais par contre, sur les modalités d'application, on peut écouter et on peut rassurer. On l'a fait sur les langues anciennes. Vous êtes en train de me dire, finalement, que ce matin, on reste ferme, mais qu'en réalité, au-delà du décret, on va tout retricoter. Alors, si c'est une annonce, je vais la prendre comme telle, et ça va mériter un vrai débat. Je crois que le diagnostic, on peut le partager. Le rapport qui a été écrit avec Jean-Frédéric Poisson, je crois qu'il est partagé sur les éléments factuels par nombre d'entre nous. Il y a un décrochage, il y a des échecs, on est bien d'accord. Il y a aussi des différences sociales qui apparaissent assez fortement. Mais là où on est en désaccord, effectivement, c'est sur la méthode qui nous paraît honnêtement un peu à la hache, il faut bien dire les choses, très idéologique par ailleurs sur le fond, supprimer ce qui fonctionne bien comme les classes bilingues, revenir sur le latin, même s'il y a une part d'emblématique et d'un peu passionné dans ce débat, honnêtement, c'est pas la bonne porte d'entrée. L'interdisciplinarité, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience de son intérêt, mais 20% des programmes sans se donner les moyens d'accompagnement. Comment on fait quand on est principal de collège pour gérer les besoins supplémentaires ? Est-ce que vous demandez aussi le retrait de ce décret ? Moi, je pense qu'effectivement, d'abord, c'est vraiment une provocation, et vous allez voir, l'hémicycle va plutôt s'enflammer tout à l'heure. J'ai déjà vu sur les réseaux les réactions des syndicats, je peux vous dire qu'ils sont plutôt vent debout. Oui, on va entendre maintenant Hervé Mariton, on pense qu'il est aussi vent debout, député UMP de la Drôme. Question sur la réforme du collège posée cet après-midi dans l'hémicycle, Élisa Bertholomé. Oui, la réforme du collège est une thématique en vogue cet après-midi. Hervé Mariton, très précisément, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement sur ce sujet cet après-midi ? Est-ce que le gouvernement est sérieux ou est-ce qu'il fait semblant ? Une telle précipitation à publier un texte, c'est le contraire de la pédagogie. Une réforme de l'enseignement ne doit pas s'écrire comme cela en précipitant la publication d'un texte. J'ai vraiment le sentiment que, en réalité, le gouvernement publie d'autant vite qu'il a plutôt envie d'oublier cette réforme. Oublier une mauvaise réforme, ça serait une bonne chose si ça ne nous détourne pas d'un nombre d'enjeux importants sur lequel je souhaite que nous travaillions, nous dans l'opposition et pour le pays de manière générale. L'autonomie des établissements. Ce sujet a été massacré par le gouvernement. Mais je souhaite que nous disions clairement dans l'opposition, à droite, que nous sommes favorables. J'ai fait il y a quelques mois des propositions pour l'UMP là-dessus, que nous sommes favorables à l'autonomie des établissements. Encore faut-il définir l'organisation qui va avec. Merci Hervé Mariton d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Élisa Bertholomé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un acte d'autorité là de Manuel Valls en publiant ce décret comme ça au lendemain de la grève ? Non, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est une partie de la réforme de refondation de l'école. C'est indissociable de ce que l'on fait aujourd'hui sur l'école primaire. Mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi de la posture du Premier ministre, de cette fermeté, de cet acte d'autorité ? Ça fait 6 mois que cette réforme est en discussion. Elle a été adoptée assez largement au Conseil supérieur de l'éducation, y compris par des parents d'élèves, par un certain nombre d'organisations syndicales. Mais par contre, il reste encore à préciser des modalités d'application et à rassurer un certain nombre d'enseignants. Parce que tout simplement, dans cette réforme, il y a quoi ? Il y a le changement de la façon d'enseigner. Est-ce que pour dialoguer, il ne valait pas mieux reporter la publication au journal officiel du décret et dialoguer avant ? Le décret, comme je l'ai dit, c'est les grandes lignes directrices. Ça, là-dessus, on ne bougera pas. Mais après, il y a les modalités d'application.
Sur les langues anciennes, on a rassuré, les options sont préservées. On a rassuré, oui. Sauf que c'est renvoyé non pas aux calendes grecques, sans mauvais jeu de mots, mais au mois d'octobre de cette année. Et en réalité, on ne sait pas trop le contenu. C'est le Conseil supérieur des programmes qui est chargé de se pencher sur les langues anciennes. Effectivement, mais le contenu est quand même très flou. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment, au-delà du fond, là, je m'attache sur la forme avec cette publication ce matin, qu'en gros, on vous donne le coup de fouet et on discute après. Je trouve que c'est vraiment d'une grande maladresse. Maintenant, il y a sans doute un pari politique du Premier ministre qui est de dire que ça passe ou ça casse, en pariant peut-être sur les examens qui vont arriver, le bac, le fait qu'un certain nombre d'enseignants et de parents sont pris par autre chose et d'autres préoccupations. Mais honnêtement, c'est un pari dangereux. Et je trouve que de parier sur les élèves et sur l'éducation, sur ce mérite républicain, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Même si nous pouvons partager le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas un risque politique aussi de se couper complètement de cet électorat, les enseignants qui ont largement voté pour François Hollande en 2012 ? Non, parce que encore une fois, cette réforme, c'est un changement de la façon d'enseigner. Donc, bien évidemment, dans tous les métiers, dans toutes les cultures professionnelles, quand vous apportez des changements, il y a des inquiétudes. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est plus de transversalité, plus de travail d'équipe, et puis pour les élèves, surtout, l'apprentissage des fondamentaux. Alors, on l'entendait, Hervé Mariton, méthodes de travail. Ce que contestent aussi les enseignants, c'est cette autonomie qui est laissée, 20% d'autonomie. Sur l'autonomie. 20% d'autonomie. L'UMP demande beaucoup plus. On a l'autonomie quasiment totale pour les établissements. Alors dans un cadre différent, c'est pas sur la dotation globale. On pourrait revenir sur les propositions de Bruno Le Maire, qui recueille pas non plus l'assentiment des enseignants. Non, mais intéressant, il a au moins un projet global. Les 20% d'autonomie ne sera pas décidé par une seule personne, c'est-à-dire le principal ou l'imprincipal de l'établissement. C'est discuté avec la communauté éducative, les enseignants, avec les parents d'élèves, et c'est voté en conseil d'administration. Mais c'est encadré. C'est une autonomie encadrée. Les horaires et le contenu, notamment les enseignements pluridisciplinaires, sont décidés au niveau national. Plus de pouvoir au chef d'établissement par rapport aux professeurs aujourd'hui ? Non, parce qu'aujourd'hui, le chef d'établissement, dans son conseil d'administration, c'est pas lui qui décide seul. Il y a des enseignants autour de la table. Moi, je suis conseiller départemental, donc j'assiste à beaucoup de conseils d'administration de mes collèges de ma circonscription. Et donc, c'est les parents d'élèves, c'est les élèves aussi, quand ils prennent la parole, et on les incite à le faire, qui s'expriment et qui décident. Donc l'autonomie, elle est encadrée. Oui, c'est là-dessus qu'il faut... Ça fait partie de la réforme. Le dernier mot ? Tout ça, en réalité, bute, au-delà des principes, sur la DGH, la dotation globale horaire qui est attribuée à chaque établissement. Elle va être augmentée. Il y aura plus de moyens. Ce qui pose la question des moyens, mais ce qui pose surtout la question de la coordination entre les enseignants, du temps détaché pour cela, etc., et coordonné. Donc il y a un vrai problème, et dans ce sens-là, honnêtement, il y a confusion entre vitesse et précipitation. Alors vous aurez l'occasion d'en reparler. Pas moins de 4 questions seront posées sur la réforme du collège cet après-midi dans l'hémicycle. Prenons à présent la question de Jean-François Lamour. Il est député UMP de Paris. Question sur les crédits militaires. Il en a été question ce matin en Conseil des ministres. Elisabeth Tholomé. Jean-François Lamour, vous interpellez Jean-Yves Le Drian cet après-midi, le ministre de la Défense, sur cette augmentation du budget militaire. Vous dites un budget en trompe-l'œil. Oui, en théorie, c'est une annonce séduisante. 3,8 milliards d'euros supplémentaires et un remplacement de ressources exceptionnelles qui n'existent pas par des crédits budgétaires. Mais on se rend compte très vite que cela ne suffit pas à la fois à maintenir 18 750 postes dans nos armées et dans le même temps fournir un équipement de qualité à nos armées qui sont très sollicités, en particulier au niveau des opérations extérieures. Et puis surtout, on se rend compte que l'effort, il est surtout prévu après 2017, comme par hasard. Un peu comme si finalement le ministère était payé en monnaie de singe. Donc c'est la question que je vais poser au ministre de la Défense tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous lui demandez ? De nous dire la réalité de l'effort qui est fait pour nos armées. Car encore une fois, l'annonce est plutôt intéressante, mais quand on commence à gratter un petit peu, en particulier sur les économies qui pourraient être faites, elles sont purement théoriques. On nous parle de la baisse du prix de l'essence. On sait que ce sont des facteurs qui sont extrêmement aléatoires et qui ne suffisent pas à rassurer nos armées, qui sont extrêmement sollicitées, que ce soit sur le sol français ou partout dans le monde. Merci Jean-François Lamour d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Elisabeth Tholomé. Régis Joannico, est-ce qu'il y a un réel effort qui est fait là pour les armées, ou est-ce que c'est une augmentation de budget en trompe-l'œil finalement pour Non, et c'est facile à comprendre, et moi je soutiens totalement l'effort qui est fait en faveur de la défense nationale et pour la protection des Français aussi, parce que c'est ça derrière. Le budget de la défense, alors que toutes les autres administrations de l'État sont mises à contribution, est préservé et sanctuarisé. 31,5 milliards d'euros, ça c'est complètement préservé. Et en plus, l'effort qui a été fait, c'est de dire qu'il y avait un certain nombre d'emplois
qui devait disparaître dans les prochaines années. On revient dessus parce qu'il nous faut assurer un certain nombre de missions, notamment aujourd'hui, vous le savez, sur le sol français par rapport aux menaces terroristes, où les militaires avec les gendarmes et les policiers sont mobilisés. Et donc là-dessus, on revient sur un nombre important de suppressions d'emplois dans la défense. Donc là-dessus, on a des assurances. Après, il y a une augmentation de 3,8 milliards d'euros étalée jusqu'en 2020. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les armées, pour leur format, pour les effectifs. Et pourtant, on a entendu les inquiétudes de Jean-François Lamour. Est-ce que vous êtes rassuré par ce que nous dit Régis Juanico, Philippe Gosselin ? Sur le fond, on est d'accord, effectivement, la sécurité est incontournable. La France doit jouer son rôle et on ne peut pas être en guerre contre le terrorisme sans une présence en opération extérieure et autres. Donc là-dessus, je crois qu'il y a effectivement une espèce d'union sacrée. Sauf que dans les modalités, effectivement, j'émets moi aussi quelques réserves et inquiétudes. On a bien 3,8 milliards, c'est vrai, mais dont l'essentiel de l'effort sera après 2017. Des inquiétudes cette également. Année, donc, rien, l'année prochaine, 500 millions. Gosselin. Repartons à présent, salle des 4 colonnes, retrouver Bruno Le Roux, le président du groupe PS, est à vos côtés. Elisa Bertholomé. Oui, Bruno Le Roux, le décret sur la réforme du collège a été publié ce matin au journal officiel. C'est un passage en force, c'est un peu rapide au lendemain d'une manifestation des enseignants, non ? Il n'y a pas de passage en force. La manifestation des enseignants a permis hier une manifestation d'inquiétude à laquelle il faut répondre. Mais justement, il faut y répondre en précisant les choses. Il y a une réforme d'adopter au Parlement, la refondation de l'école. Elle demande des décrets d'application. La publication de ce décret, c'est le respect du vote qui a eu lieu au Parlement. C'est le respect de la démocratie. Est-ce que tout est discuté ? Non, il reste encore des choses à discuter. Et justement, ce décret permet aujourd'hui de préciser ce qui reste à discuter et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est plus à discuter, c'est le fait que nous voulons faire de l'éducation la priorité nationale, que nous voulons arrêter avec cette forme d'inégalité qui s'est installée à l'intérieur du collège, avec ces laissés pour compte de l'éducation aujourd'hui, et que nous voulons retrouver le chemin de l'égalité et en même temps de l'élitisme, les deux ensemble, l'excellence et l'égalité. Et pour le reste, sur les programmes, nous continuons à travailler avec la communauté éducative. Une petite réaction très rapidement. François Bayrou appelle à manifester contre cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais si François Bayrou pense que demain, il peut mettre dans la rue des milliers de personnes pour continuer le déclassement de l'école, pour continuer les inégalités dans l'école, qu'il le fasse. Mais ça voudra dire cela, cette manifestation. Une manifestation contre la réforme aujourd'hui, c'est une manifestation pour continuer avec le système tel qu'il est, pour continuer avec les inégalités, pour continuer avec le déclassement qui a été prouvé dans toutes les enquêtes européennes. Et donc, que les tenants aujourd'hui des inégalités se déclarent. Monsieur le maire l'a déjà fait, Monsieur Bayrou continue. Monsieur Le Roux, quant à lui, il défend la réforme. Merci Bruno Le Roux pour votre éclairage. Merci Elisa Bertholomé. On plaisantait un peu sur cette erreur. Bruno Le Roux parle de lui à la troisième personne, on en connaît d'autres. On part tout de suite sur les réseaux sociaux, voir ce que pensent les internautes, et c'est le buzz. Merci Elisa Bertholomé. On va en débattre tout de suite sur ce plateau et puis on va rebondir sur ce que vient de dire Monsieur De Gallet, Laurent De Gallet. Il dit qu'il y a un problème de méthode, Régis Juanico, et que vous êtes passé en force. Pourquoi avoir publié ce décret au lendemain d'une manifestation d'enseignants en disant nous sommes prêts au dialogue ? Je vais y revenir, mais le vrai passage en force, c'est quoi ? C'est la déstabilisation de l'éducation nationale sous le mandat de Nicolas Sarkozy et la suppression de 80 000 postes dans l'éducation nationale, le démantèlement de la formation des enseignants et le fait qu'on ait supprimé des classes et des écoles partout dans nos départements. Donc la réforme des collèges, il faut bien voir que c'est un tout de la refondation de l'école que nous avons voté en 2013 avec la réforme du premier degré, ça a été fait, le plan numérique qui va être mis en place dans les 3 prochaines années et effectivement la réforme du collège. Mais aujourd'hui... Ça veut dire que vous contestez par exemple l'improvisation dont parlait François Fillon ce matin sur France Inter ? De nouveau, l'éducation est une priorité budgétaire, 65 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,6 milliard de plus cette année en 2015, et on a déjà recréé 30 000 emplois sur les 60 000 sur lesquels on s'est engagé. Donc effectivement, il y a un décret qui est paru ce matin en Conseil des ministres. Je conçois tout à fait qu'on puisse s'interroger, puisque ça intervient 24 heures après j'y reviendrai dans quelques minutes. Une mobilisation des Courtois, enseignants. je n'interromps pas, mais et simplement ce que je veux indiquer sur ce décret, c'est que c'est un décret cadre qui fixe simplement les grandes orientations de la réforme des collèges, l'interdisciplinarité, l'autonomie. Il n'y a pas une forme de maladresse, voilà. C'était un peu le sens de la question de Laurent De Gallet. Parce que ce décret-là ne fixe pas les modalités d'application de la réforme. Donc il y aura une circulaire d'application. Et donc la concertation, et moi c'est ce que je souhaite, parce que hier... Mais il y avait une nécessité de publier très vite ce décret. Il y avait des enseignants qui sont allés dans la rue, qui ont fait grève,
qui sont en partie d'accord sur la réforme, pas sur toute la réforme, mais qui souhaitent être rassurés sur un certain nombre de points de réforme. Puis il y en a qui n'ont pas fait grève et qui n'ont pas défilé, et qui, ceux-là, sont en partie d'accord, mais qui souhaitent aussi être rassurés. Donc je pense que sur un certain point, comme on l'a fait sur les langues anciennes, on peut aujourd'hui préciser les modalités d'application, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Alors avant de vous donner la parole, Philippe Gosselin, on va prendre la question de Patrick Bloch, question également sur la réforme du collège, du député socialiste de Paris. C'est à vous, Elisa Bertholomé. Patrick Bloch, vous interpellez cet après-midi Najat Vallaud-Belkacem sur la réforme du collège, sur le décret publié ce matin ? Sur la réforme du collège, sur ce qui est au cœur de cette démarche, qui est l'égalité républicaine, de casser les déterminismes sociaux et de réduire les inégalités scolaires qui ont eu tendance à croître ces dernières années. Voilà. Et puis j'évoque évidemment l'apparition du décret, puisque c'est une question d'actualité, et que l'actualité, c'est la publication du décret afin que la réforme puisse s'appliquer dès la rentrée 2016. Merci Patrick Bloch d'avoir décrit votre question. On l'a compris, cette question sera beaucoup plus en soutien au gouvernement que la précédente de l'UDI, Laurent Degassi. Merci Elisa Bertholomé. Philippe Gosselin, est-ce que vous trouvez que c'est un coup de force, une démonstration de force de la part de Manuel Valls, comme on l'a entendu globalement à droite et chez les syndicats d'enseignants ? Écoutez, si c'était que la droite, on pourrait dire qu'il y a une manipulation, une instrumentalisation politicienne, partisane, etc. Quand des parents d'élèves, quand des enseignants nombreux, quand des élus nombreux, et pas simplement dans les rangs de l'UMP, montent au créneau, c'est qu'il y a une difficulté. Enfin, écoutez, il y a une vraie provocation, je le dis sincèrement. Moi, je veux bien entendre l'héritage, Sarkozy, les suppressions de postes, etc. Très bien. Ça mériterait d'en débattre parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Oui, déjà pas mal de mois la refondation de l'école, effectivement, c'est la loi de 2013. Très bien. Mais là, on a un télescopage de deux éléments qui sont à la fois la réforme des programmes et la réforme des collèges. Et c'est là que sont les difficultés, avec quand même, honnêtement, beaucoup d'impréparation, une absence de concertation, des maladresses. Enfin, je sais pas, quand on est ministre, confusion que la précipitation que vous dénoncez. Beaucoup de confusion et beaucoup de précipitation, plus des éléments de fond. Mais quand on a aussi une ministre qui traite les intellectuels de pseudo-intellectuels, on n'est quand même pas à un degré très élevé. Et juste quelques instants, au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé dans une quinzaine de villes pas mal de monde, des grèves qui ont quand même été suivies, des syndicats, des parents d'élèves, des enseignants qui demandent à ce qu'on prenne un peu le temps de la pause, avoir une publication honnêtement, au journal officiel le lendemain, ça veut dire que la décision a été prise hier alors que tout n'était pas terminé. C'est vraiment de la provocation. Alors je veux bien qu'on me dise c'est la méthode Valls. Si la méthode Valls c'est le chien dans un jeu de quilles, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est plutôt réussi parce qu'il y a de la casse. Il y a de la casse. La question, c'est être ferme sur les principes de cette réforme et sur la philosophie de cette réforme. Qui est tout simplement de donner le plus de chances possible aujourd'hui au plus grand nombre d'élèves pour réussir, et y compris dans l'excellence. On a fait un rapport il y a 2 ans avec Jean-Frédéric Poisson, qui est député UMB, que vous connaissez bien, au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mobilité sociale des jeunes. Et on a bien identifié le problème aujourd'hui du collège. Et nous disions, pour éviter qu'on ait 140 000 décrocheurs scolaires et 20% d'échecs, 20-25% d'échecs scolaires à la fin de la 3e, c'est-à-dire pire qu'à la fin du CM2. Donc, aggravation des inégalités au moment du collège. Il faut conserver le collège unique, mais par contre, il faut diversifier les parcours, mieux accompagner les élèves et mieux personnaliser aussi leur parcours. Est-ce que là, on diversifie les parcours, là ? Oui, totalement. Avec les enseignements pluridisciplinaires, avec l'accompagnement personnalisé de 3 heures en 6e, avec le fait que les langues vivantes, quand même, vont être revalorisées. Mais moi, ce que je dis, c'est sur les principes, on reste ferme, mais par contre, sur les modalités d'application, on peut écouter et on peut rassurer. On l'a fait sur les langues anciennes. Vous êtes en train de me dire, finalement, que ce matin, on reste ferme, mais qu'en réalité, au-delà du décret, on va tout tricoter. Alors, si c'est une annonce, je vais la prendre comme telle et ça va mériter un vrai débat. Je crois que le diagnostic, on peut le partager. Le rapport qui a été écrit avec Jean-Frédéric Poisson, je crois qu'il est partagé sur les éléments factuels par nombre d'entre nous. Il y a un décrochage, il y a des échecs, on est bien d'accord. Il y a aussi des différences sociales qui apparaissent assez fortement. Mais là où on est en désaccord, effectivement, c'est sur la méthode qui nous paraît
livré honnêtement un peu à la hache, il faut bien dire les choses, très idéologique par ailleurs sur le fond, supprimer ce qui fonctionne bien comme les classes bilingues, revenir sur le latin, même s'il y a une part d'emblématique et d'un peu passionné dans ce débat, honnêtement, c'est pas la bonne porte d'entrée. L'interdisciplinarité, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience de son intérêt, mais 20% des programmes sans se donner les moyens d'accompagnement. Comment on fait quand on est principal de collège pour gérer les besoins supplémentaires? Est-ce que vous demandez aussi le retrait de ce décret? Moi, je pense qu'effectivement, d'abord, c'est vraiment une provocation, et vous allez voir, l'hémicycle va plutôt s'enflammer tout à l'heure. J'ai déjà vu sur les réseaux les réactions des syndicats, je peux vous dire qu'ils sont plutôt vent debout. Oui, on va entendre maintenant Hervé Mariton. On pense qu'il est aussi vent debout, député UMP de la Drôme. Question sur la réforme du collège posée cet après-midi dans l'hémicycle, Elisa Bertholomé. Oui, la réforme du collège est une thématique en vogue cet après-midi. Hervé Mariton, très précisément, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement sur ce sujet cet après-midi? Est-ce que le gouvernement est sérieux ou est-ce qu'il fait semblant? Une telle précipitation à publier un texte, c'est le contraire de la pédagogie. Une réforme de l'enseignement ne doit pas s'écrire comme cela en précipitant la publication d'un texte. J'ai vraiment le sentiment que, en réalité, le gouvernement publie d'autant vite qu'il a plutôt envie d'oublier cette réforme. Oublier une mauvaise réforme, ça serait une bonne chose si ça ne nous détourne pas d'un nombre d'enjeux importants sur lequel je souhaite que nous travaillions, nous dans l'opposition et pour le pays de manière générale. L'autonomie des établissements. Ce sujet a été massacré par le gouvernement. Mais je souhaite que nous disions clairement dans l'opposition, à droite, que nous sommes favorables. J'ai fait il y a quelques mois des propositions pour l'UMP là-dessus, que nous sommes favorables à l'autonomie des établissements. Encore faut-il définir l'organisation qui va avec. Merci Hervé Mariton d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Elisa Bertholomé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un acte d'autorité là de Manuel Valls en publiant ce décret comme ça au lendemain de la grève? Non, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est une partie de la réforme de refondation de l'école. C'est indissociable de ce que l'on fait aujourd'hui sur l'école primaire. Mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi de la posture du Premier ministre, de cette fermeté, de cet acte d'autorité? Ça fait 6 mois que cette réforme est en discussion. Elle a été adoptée assez largement au Conseil supérieur de l'éducation, y compris par des parents d'élèves, par un certain nombre d'organisations syndicales. Mais par contre, il reste encore à préciser des modalités d'application et à rassurer un certain nombre d'enseignants. Parce que tout simplement, dans cette réforme, il y a quoi? Il y a le changement de la façon d'enseigner. Est-ce que pour dialoguer, il ne valait pas mieux reporter la publication au journal officiel du décret et dialoguer avant? Le décret, comme je l'ai dit, c'est les grandes lignes directrices. Ça, là-dessus, on ne bougera pas. Mais après, il y a les modalités d'application. Sur les langues anciennes, on a rassuré, les options sont préservées. On a rassuré, oui. Sauf que c'est renvoyé, non pas au calende grec, sans mauvais jeu de mots, mais au mois d'octobre de cette année. Et en réalité, on ne sait pas trop le contenu. C'est le Conseil supérieur des programmes qui est chargé de se pencher sur les langues anciennes. Effectivement, mais le contenu est quand même très flou. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment, au-delà du fond, là, je m'attache sur la forme avec cette publication ce matin, qu'en gros, on vous donne le coup de fouet et on discute après. Je trouve que c'est vraiment d'une grande maladresse. Maintenant, il y a sans doute un pari politique du Premier ministre qui est de dire que ça passe ou ça casse, en pariant peut-être sur les examens qui vont arriver, le bac, le fait qu'un certain nombre d'enseignants et de parents sont pris par autre chose et d'autres préoccupations. Mais honnêtement, c'est un pari dangereux. Et je trouve que de parier sur les élèves et sur l'éducation, sur ce mérite républicain, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Même si nous pouvons partager le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas un risque politique aussi de se couper complètement de cet électorat, les enseignants qui ont largement voté pour François Hollande en 2012? Non, parce que encore une fois, cette réforme, c'est un changement de la façon d'enseigner. Donc, bien évidemment, dans tous les métiers, dans toutes les cultures professionnelles, quand vous apportez des changements, il y a des inquiétudes. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est plus de transversalité, plus de travail d'équipe, et puis pour les élèves, surtout, l'apprentissage des fondamentaux. Alors, on l'entendait, Hervé Mariton, ce que contestent aussi les enseignants, c'est cette autonomie qui est laissée, 20% d'autonomie. Sur l'autonomie. 20% d'autonomie. L'UMP demande beaucoup plus. On a l'autonomie quasiment totale pour les établissements. Alors dans un cadre différent, c'est pas sur la dotation globale. On pourrait revenir sur les propositions de Bruno Le Maire, qui recueille pas non plus l'assentiment des enseignants. Non, mais intéressant, il a au moins un projet global. Les 20% d'autonomie ne sera pas décidé par une seule personne, c'est-à-dire le principal ou l'imprincipal de l'établissement. C'est discuté avec la communauté éducative, les enseignants, avec les parents d'élèves, et c'est voté en conseil d'administration. Mais c'est encadré. C'est une autonomie encadrée. Les horaires,
et le contenu, notamment les enseignements pluridisciplinaires, sont décidés au niveau national. Plus de pouvoir au chef d'établissement par rapport aux professeurs aujourd'hui ? Non, parce qu'aujourd'hui, le chef d'établissement, dans son conseil d'administration, c'est pas lui qui décide seul. Il y a des enseignants autour de la table. Moi, je suis conseiller départemental, donc j'assiste à beaucoup de conseils d'administration de mes collèges de ma circonscription. Et donc, c'est les parents d'élèves, c'est les élèves aussi, quand ils prennent la parole, et on les incite à le faire, qui s'expriment et qui décident. Donc l'autonomie, elle est encadrée. Oui, c'est là-dessus qu'il faut... Ça fait partie de la réforme. Le dernier mot ? Tout ça, en réalité, bute, au-delà des principes, sur la DGH, la dotation globale horaire qui est attribuée à chaque établissement. Elle va être augmentée. Elle va être augmentée. Il y aura plus de moyens. Ce qui pose la question des moyens, mais ce qui pose surtout la question de la coordination entre les enseignants, du temps détaché pour cela, etc., et coordonner. Donc il y a un vrai problème, et dans ce sens-là, honnêtement, il y a confusion entre vitesse et précipitation. Alors vous aurez l'occasion d'en reparler. Pas moins de 4 questions seront posées sur la réforme du collège cet après-midi dans l'hémicycle. Prenons à présent la question de Jean-François Lamour. Il est député UMP de Paris. Question sur les crédits militaires. Il en a été question ce matin en Conseil des ministres. Elisabeth Tholomé. Jean-François Lamour, vous interpellez Jean-Yves Le Drian cet après-midi, le ministre de la Défense, sur cette augmentation du budget militaire. Vous dites un budget en trompe-l'œil. Oui, en théorie, c'est une annonce séduisante. 3,8 milliards d'euros supplémentaires et un remplacement de ressources exceptionnelles qui n'existent pas par des crédits budgétaires. Mais on se rend compte très vite que cela ne suffit pas à la fois à maintenir 18 750 postes dans nos armées et dans le même temps fournir un équipement de qualité à nos armées qui sont très sollicités, en particulier au niveau des opérations extérieures. Et puis surtout, on se rend compte que l'effort, il est surtout prévu après 2017, comme par hasard. Un peu comme si finalement le ministère était payé en monnaie de singe. Donc c'est la question que je vais poser au ministre de la Défense tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous lui demandez ? De nous dire la réalité de l'effort qui est fait pour nos armées. Car encore une fois, l'annonce est plutôt intéressante, mais quand on commence à gratter un petit peu, en particulier sur les économies qui pourraient être faites, elles sont purement théoriques. On nous parle de la baisse du prix de l'essence. On sait que ce sont des facteurs qui sont extrêmement aléatoires et qui ne suffisent pas à rassurer nos armées, qui sont extrêmement sollicitées, que ce soit sur le sol français ou partout dans le monde. Merci Jean-François Lamour d'avoir détaillé pour nous votre question. Merci Elisabeth Tholomé. Régis Juanico, est-ce qu'il y a un réel effort qui est fait là pour les armées, ou est-ce que c'est une augmentation de budget en trompe-l'œil finalement pour Non, et c'est facile à comprendre, et moi je soutiens totalement l'effort qui est fait en faveur de la défense nationale et pour la protection des Français aussi, parce que c'est ça derrière. Le budget de la défense, alors que toutes les autres administrations de l'État sont mises à contribution, est préservé et sanctuarisé. 31,5 milliards d'euros, ça c'est complètement préservé. Et en plus, l'effort qui a été fait, c'est de dire qu'il y avait un certain nombre d'emplois qui devaient disparaître dans les prochaines années. On revient dessus parce qu'il nous faut assurer un certain nombre de missions, notamment aujourd'hui, vous le savez, sur le sol français par rapport aux menaces terroristes, où les militaires avec les gendarmes et les policiers sont mobilisés. Et donc là-dessus, on revient sur un nombre important de suppressions d'emplois dans la défense. Donc là-dessus, on a des assurances. Après, il y a une augmentation de 3,8 milliards d'euros étalée jusqu'en 2020. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les armées, pour leur format, pour les effectifs. Et pourtant, on a entendu les inquiétudes de Jean-François Lamour. Est-ce que vous êtes rassuré par ce que nous dit Régis Juanico, Philippe Gosselin ? Sur le fond, on est d'accord, effectivement, la sécurité est incontournable. La France doit jouer son rôle et on ne peut pas être en guerre contre le terrorisme sans une présence en opération extérieure et autres. Donc là-dessus, je crois qu'il y a effectivement une espèce d'union sacrée. Sauf que dans les modalités, effectivement, j'émets moi aussi quelques réserves et inquiétudes. On a bien 3,8 milliards, c'est vrai, mais dont l'essentiel de l'effort sera après 2017. Des inquiétudes cette également. Année, rien, l'année prochaine, 500 millions. Gosselin. Repartons à présent, salle des 4 colonnes, retrouver Bruno Le Roux, le président du groupe PS, est à vos côtés. Elisabeth Tholomé. Oui, Bruno Le Roux, le décret sur la réforme du collège a été publié ce matin au journal officiel. C'est un passage en force, c'est un peu rapide au lendemain d'une manifestation des enseignants, non ? Il n'y a pas de passage en force. La manifestation des enseignants a permis hier une manifestation d'inquiétude à laquelle il faut répondre. Mais justement, il faut y répondre en précisant les choses. Il y a une réforme d'adopter au Parlement, la refondation de l'école. Elle demande des décrets d'application. La publication de ce décret, c'est le respect du vote qui a eu lieu au Parlement. C'est le respect de la démocratie. Est-ce que tout est discuté ? Non, il reste encore des choses à discuter. Et justement, ce décret permet aujourd'hui de préciser ce qui reste à discuter et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est plus à discuter, c'est le fait que nous voulons faire de l'éducation la priorité nationale, que nous voulons arrêter avec cette forme d'inégalité qui s'est installée
travailler à l'intérieur du collège, avec ces laissés pour compte de l'éducation aujourd'hui, et que nous voulons retrouver le chemin de l'égalité et en même temps de l'élitisme, les deux ensemble, l'excellence et l'égalité. Et pour le reste, sur les programmes, nous continuons à travailler avec la communauté éducative. Une petite réaction très rapidement. François Bayrou appelle à manifester contre cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si François Bayrou pense que demain, il peut mettre dans la rue des milliers de personnes pour continuer le déclassement de l'école, pour continuer les inégalités dans l'école, qu'il le fasse. Mais ça voudra dire cela, cette manifestation. Une manifestation contre la réforme aujourd'hui, c'est une manifestation pour continuer avec le système tel qu'il est, pour continuer avec les inégalités, pour continuer avec le déclassement qui a été prouvé dans toutes les enquêtes européennes. Et donc, que les tenants aujourd'hui des inégalités se déclarent. Monsieur le maire l'a déjà fait, Monsieur Bayrou continue. Monsieur Leroux, quant à lui, il défend la réforme. Merci Bruno Leroux pour votre éclairage.